Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour notre format de rentrée, les jeux du chalet, dans lequel on va vous parler des jeux qui sont arrivés au chalet, auxquels nous avons joué. On garde cette tradition, c'est le format critique. On va présenter des jeux de société, on va revenir sur leur mécanique très rapidement et sur nos avis, c'est très important pour nous de vous le présenter. Mais on va commencer en parlant des nouveaux formats de la chaîne, de cette rentrée, de ce qui va se passer sur un monde de jeux. En vous remerciant également de nous suivre, d'être fidèle au rendez-vous. Vous avez vu qu'on a eu un été qui était quand même chargé, on n'a pas vraiment levé le pied sur cet été, mais malgré tout, le moment de la rentrée, c'est un moment qui est précieux parce que ça nous permet de réfléchir à nos contenus, de discuter, d'analyser ce qui s'est passé l'année dernière, et puis tout simplement de lancer la nouvelle saison. Pour cette nouvelle saison, on a décidé de faire une matinale, c'est-à-dire que tous les matins, on vous donne rendez-vous sur Twitch de 8h à 9h et on va décrypter l'actu, recevoir des invités. La semaine qui vient de se passer, on l'a fait chaque matin, du lundi au vendredi. On en a même fait plus puisque les après-midi, il y a eu plusieurs événements sur Twitch. On fait des vidéos en live, ça nous permet d'échanger avec vous, c'est super agréable. Puis alors, cette heure du matin, moi ça m'a fait plaisir parce qu'il y a une ambiance qui est quand même particulière. Les gens nous disent quand ils partent au boulot, c'est vraiment sympa d'échanger avec vous dans une configuration qui est un peu différente et qui nous correspond bien. Comme on aime bien faire de l'actu. Comme on était levé à cette heure-là. Exactement. Le principe de cette émission, l'émission dans laquelle on fait le bilan de notre semaine, c'est de vous parler de ce qui se passe au chalet. Donc on va revenir sur cette matinale, je vais vous montrer des extraits, un extrait choisi avec chacun de nos invités de la semaine. On va vous montrer également nos critiques, donc sur plusieurs jeux de société qui sont sortis pendant cet été, et même un petit peu avant. C'est des séquences qu'on avait enregistrées parfois il y a un certain temps et qu'on n'avait pas diffusées puisque ce format, les jeux du chalet, n'était pas diffusé pendant tout cet été. Donc là, on rattrape un petit peu nos retards. Vous aurez des jeux qu'on a bien appréciés, d'autres qu'on a moins appréciés. C'est le principe, on vous explique pourquoi et on insiste à chaque fois sur nos sensations de jeu. Et ces formats, évidemment, ils n'existeraient pas sans vous qui nous soutenez. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont soutenus sur Tipeee. Alors j'ai préparé ma petite feuille. Vous êtes 4 à nous avoir rejoints, vous êtes abonnés à la chaîne cette semaine. Merci à Passim, à Fauvinou, à Damien et à Jess. Merci beaucoup à vous et c'est très important d'insister là-dessus. En réalité, faire une matinale tous les jours, j'ai essayé de calculer le prix que ça représentait, c'est très difficile parce que nous deux, Aline, on fait partie d'un monde de jeu, on réfléchit pas vraiment. Des meubles, exactement. Quand on a des intervenants, on y tient énormément, on les rémunère systématiquement. Quand c'est moi, c'est moins important. Donc je ne calcule pas le nombre d'heures que je passe, mais ça a un coût qui est relativement élevé. J'insiste particulièrement là-dessus parce que l'année dernière, vous l'avez vu, on a fait une newsletter, par exemple, on s'est lancé. On a travaillé sur cette newsletter avec Dorine, Barricadé, pour ceux qui la connaissent sous ce pseudo. C'était un vrai plaisir de travailler avec elle, on la remercie vivement. À la fin de la saison, on a fait le bilan, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas réussi à avoir les revenus qui nous permettaient de continuer cette newsletter, tout simplement au rythme où on la tenait. Donc on continuera à en faire, mais de manière un petit peu différente et moins régulière. Eh bien tout simplement, ça a un coût de travailler avec les gens, on ne peut pas continuer l'expérience, on ne peut pas, à notre grand regret, on ne peut pas continuer à travailler avec Dorine, on est malheureux sur ce format-là, mais c'est des coûts qui sont réels et sur lesquels c'est très important d'insister, vous avez besoin de savoir comment fonctionne une chaîne, on est ambitieux, donc on a changé nos plans, on s'est dit sur ce démarrage, sur cette nouvelle année, on va commencer à 2, donc on est vraiment juste les 2 sur cette première semaine, et puis on espère pouvoir continuer à être ambitieux, et ça va dépendre à la fois de vous, donc merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, mais également des financements qu'on va trouver ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle on est ouvert au sponsoring, on va commencer à étudier de nouveau la chose pour essayer d'avoir des publicités. Si vous voyez des publicités dans nos formats, c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire qu'on pourra les maintenir. Juste une petite précision pour les éditeurs que vous avez vus cette semaine, le format est gratuit, c'est parce qu'ils sont au chalet qu'ils ont été invités, s'ils le souhaitent, c'est pas obligatoire, à participer à la matinale. On ne les rémunère pas, évidemment, mais ils ne nous rémunèrent pas non plus, et ça c'est quelque chose qu'on a envie de défendre. C'est quand même une précision importante. Ouais, on pense que le monde du jeu c'est un secteur qui a besoin d'informations, c'est très difficile à faire, parce que ça a un coût tout simplement, mais on a besoin aussi de ne pas être rémunéré, de l'information rémunérée, ça s'appelle de la communication. Publicité ou de la communication. Oui, exactement, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, dans ces formats matinaux, il n'y a pas de rémunération, on espère en avoir, on espère pouvoir placer des publicités qui seront clairement indiquées, c'est important, mais on espère en avoir tout simplement pour être ambitieux, pour avoir des intervenants, pour que vous puissiez voir pas mal de personnes le faire, et puis surtout la matinale en quotidienne, ça sera très difficile à faire à 2. On le sait très bien, on va avoir besoin de moments de pause, on se doute bien qu'on ne tiendra pas toute l'année comme ça, donc naturellement, on aimerait bien pouvoir agrandir l'équipe, c'est un objectif, j'y réfléchis activement, on ne sait pas trop comment faire en réalité, mais on aura besoin d'être plus nombreux pour pouvoir tenir, notamment les jours où on n'est pas là, pour que cette matinale puisse exister indépendamment de nous.
Alors, fin de l'aparté, on va passer au déroulement normal de cette émission. On va évidemment vous diffuser quelques petits passages choisis des matinales. Oui, c'est important parce qu'on a envie de vous montrer, pour vous qui n'avez pas forcément tout suivi en direct, quelques toutes petites séquences. Alors, ce sont des extraits choisis. Et puis, on va montrer donc les différentes critiques de jeux de société. Donc, il y aura une alternance entre ces moments de la matinale, les critiques de jeux de société, et en fin d'émission, on fait le tirage au sort, parce qu'il y avait des concours qu'on avait laissés en suspens tout l'été. On n'a pas tiré au sort le nom du vainqueur du jeu, c'était Puzzle Legend. Donc, revenez en fin d'émission, on fait tourner la fameuse roue d'un monde de jeu, juste avant de conclure. Et on commence par le lundi. Le lundi, on ouvrait la matinale, on vous a déjà montré les séquences, et on a commencé en vous montrant le contenu de notre disposition, donc notre dispositif, pardon. Donc c'est intéressant parce qu'il y en a plein qui nous posent la question très régulièrement, comment vous faites pour tourner? Quels sont les dispositifs des 2 studios? Dans celui-ci, dans ce studio-là, on tourne avec une à 5 caméras, 1, 2, 3, 4, non 4, une à 4 caméras maximum, ça va dépendre de la disposition. Là, dans ce format, on en a une en face, donc c'est des appareils Sony qu'on a. On en a une au-dessus, mais là, c'est pas allumé puisqu'on n'en a pas besoin sur cette introduction. Et parfois, on en met une sur le côté, une autre sur le côté. Nous avons un nombre de lumières assez impressionnant. Il y en a 1, 2, 3, 4 en face de nous, et derrière, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et pas mal dans les étagères également. Donc, vous voyez, c'est un dispositif qui est quand même un peu impressionnant. En termes de micro, nous avons un micro sur la vue du haut, un micro en face, non 2 micros en face et un posé sur la caméra. On s'en sert que d'un seul évidemment, mais on a besoin d'avoir des secours en cas de problématique parce qu'il n'y a pas de réalisateur sur ces formats. Je suis complètement ébloui, j'ai levé les yeux, j'ai regardé les lumières. Ah, il faut pas faire ça. Dans l'autre studio, nous avons, on l'a montré dans la matinale, mais on a des écrans. Donc c'est pas du tout la même configuration, on a la possibilité de regarder le retour des personnes qui discutent avec nous, on a un petit écran qui est posé juste devant nous sur la table qui nous permet de voir les commentaires et 2 autres écrans un peu plus loin, notamment quand on fait des incrustations. Alors ça sert quand on fait des actus ludiques avec Pénélope, puisque là c'est hyper technique, j'ai ma souris, j'ai le clavier, j'essaye de montrer les images en même temps qu'elle parle et de garder une concentration sur le discours, c'est pas simple du tout. En termes de lumière, on en a pas mal également, puisqu'on en a 2 qui sont au plafond. Plus en face, on en a 2 et pas mal dans le décor. En fait, c'est très important, les lumières de décor, quand on fait des vidéos YouTube, les lumières qui sont derrière, parce qu'elles permettent de détacher les sujets du fond et de créer du relief dans la vidéo. C'est des éléments dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. On a commencé sans tout ça, il n'y a pas besoin d'avoir ça pour démarrer une chaîne YouTube, mais par contre, une fois qu'on y a pris goût, c'est difficile de revenir en arrière. Voilà, ça c'était pour notre matinale de lundi. On a fait pas mal d'autres choses, on a parlé de plein de choses. On passe directement à une séquence de présentation d'un des jeux de société qu'on a diffusé d'ailleurs dans cette matinale. On vous parle de Sur les traces de Darwin, c'est un jeu de Grégory Grard et Mathieu Verdier qui arrive chez Sorry We Are French. Et c'est un jeu très simple dont on parle beaucoup actuellement, j'insiste sur le très simple parce que moi ça m'a surpris. Ouais. On m'a tellement parlé de ce jeu en me disant « Waouh, il est formidable sur les traces de Darwin » que je m'attendais à quelque chose de plus volumineux. Tu sais, dans lequel c'est beaucoup réfléchir avec pas mal de règles. Parce que les personnes qui disaient ça, c'est généralement des personnes qui jouent à des plus gros jeux. Oui, non, mais voilà, c'est ça aussi, ça joue un petit peu. Oui. Et là, on est sur un jeu très familial, très simple, mais pour autant, vous allez voir, très cool. Exactement, donc on a déjà un matériel qui est très sympathique et je pense que ça fait partie aussi de cet effet waouh dont on a beaucoup entendu parler. Chacun a son petit plateau individuel qu'il va compléter en faisant des observations d'animaux différents. On découvre à travers le globe, on est vraiment des encyclopédistes, on va observer ces animaux et on va les noter dans notre carnet, on va les dessiner même, je pense que... Des naturalistes. Des naturalistes. On ne pas comprendre les naturistes, des fois je m'y prends toujours à 2 fois. Ils observent aussi la nature, mais pas la même nature. Pas la même nature. Et donc un tour de jeu c'est très simple, comme tu le disais, on va prendre à son tour une tuile et à chaque fois on va avoir un choix parmi 3. Donc on voit ici le bateau qui me dit que je peux prendre ces 3 tuiles. Et ensuite si je prends la première, eh bien le bateau avancera de 1 case, donc toi tu seras ici. Si je prends la deuxième, le bateau avancera de 2 cases. Et si je prends la troisième, le bateau avancera de 3 cases. Et donc chacun notre tour, on va prendre une tuile et la placer sur son plateau. Et là c'est pareil, vous allez voir qu'au niveau du choix c'est plutôt simple. Imaginons que je prenne ce scorpion là. Eh bien, on voit ici que le scorpion, il a un petit scarabée rouge. Je place donc le scorpion en position scarabée rouge. Et ensuite, j'obtiens le bonus correspondant. Là, en l'occurrence, c'est un guide supplémentaire. Et donc là, tu avances le marqueur de 3 cases. Et tu aurais pu être influencé sur le choix de ta tuile
par celle que tu me laisses, parce que moi j'ai déjà sur mon plateau des chapitres qui vont me permettre de marquer des points en fonction de certains types d'animaux. Si jamais tu me mets en face de cet animal, forcément je vais être content, je vais pouvoir le ramasser. Là c'est pas le cas, t'as trop bien joué Sylvain. C'est ça. Bravo. Alors je précise que ce point-là, ça marche surtout quand on joue à 2. Ouais. Parce que moi, je vais prendre une tuile, je vais aussi essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas, comme tu dis, vers une tuile qui t'intéresse. Quand on joue à 4, parce que pour avoir joué à 4, généralement, t'attends ton tour, et à ton tour, tu regardes où placer le bateau et t'essaies de faire le meilleur choix possible. Mais, mis à part le joueur d'après, t'arriveras pas à contrôler le jeu de tous les joueurs. Mais le joueur d'après, si, quand même, tu peux Celui quand même l'embêter un petit peu. C'est ça. Et donc, on va essayer de choisir des tuiles en fonction de ses objectifs. Pour l'instant, on en a qu'un, mais vous voyez, vous êtes observateur, qu'il y a plusieurs possibilités, on arrivera rarement à tout remplir, mais quand même, il y a moyen de récupérer d'autres objectifs. Alors, comment on fait ? Je l'ai vu que quelqu'un remplissait ça. C'est vrai ? En fait, j'ai joué avec ma femme, et elle avait un objectif qui lui disait que chacune de ses tuiles objectifs lui rapportait un point. Mais c'est ce que tu as, non ? Donc, non, c'est pas ça, toi, ça c'est des... Moi, c'est celle-ci. Ouais. Donc, elle a essayé justement d'avoir un maximum d'objectifs, sachant que chaque objectif, chaque tuile lui rapportait déjà un point. Et donc, comment on fait pour un objectif ? Comme je vous l'ai dit, quand on pose une tuile, on la pose à l'endroit défini par le symbole ici. Et bien là, si je pose une nouvelle tuile qui a le même symbole et la même couleur, je vais recouvrir la tuile actuelle, et en récompense de ça, je pourrais prendre soit l'un des 3 objectifs ici, soit secrètement en piocher un. Donc c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que tu as recouvert la même tuile, on ne va pas en poser tant que ça des tuiles dans la partie. Et quand on arrive à faire une ligne complète, ou une colonne complète, on va gagner 5 points supplémentaires du type qui correspond. On a un intérêt aussi à ne pas recouvrir nos animaux. Et on a quasiment tout expliqué. Alors il y a des petits scorings en plus, il y a des systèmes avec par exemple ces boussoles qu'on va récupérer. Il y a un élément de scoring qui intervient avec les cartes au trésor. Alors attends, je te coupe juste sur un truc, parce que tu parles rapidement du scoring, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le scoring, tu parlais notamment des boussoles par rapport aux cartes au trésor, en fin de partie, c'est les cartes au trésor qui sont visibles. Oui, et comme on est dans un jeu dans lequel on va parfois recouvrir des tuiles, au moment où je recouvre une tuile, il faut que je me pose la question, par exemple, cette tuile-là, cette araignée qui est moche là, elle me donne 3 points de victoire si elle est visible. Par contre, si elle est recouverte, elle me rapportera plus ses points. Donc ça fait partie des petites réflexions. Est-ce que je recouvre une tuile pour prendre un objectif, quitte à perdre les bonus qui sont sur cette tuile ? Donc il y a toutes ces petites réflexions. Petite réflexion, tu as raison, puisque dans l'ensemble, on va avoir très peu de tuiles qui seront visibles en fin de partie. On a du mal à faire plus de 2-3 lignes. Généralement, on va jouer chacun 12 tours. Ouais, donc au maximum, si on pose à chaque fois sans en recouvrir une seule, on aura 12 tuiles au total. Ouais, donc ça ne va pas faire énormément. C'est assez simple de comprendre où on va. Ceux qui scorent, le scoring final, il n'est pas si long que ça. On a un petit carnet quand même qui permet de savoir où on en est. Cache-moi ça. Quoi, c'est toi qui as joué là ? Oui, c'était ma première partie et j'étais très mauvais. C'était contre Pénélope et j'ai fait 29 points, elle a fait 42. Ah 42, ça gagne. Et elle comptait en me disant, généralement à partir de 40, c'est du bon score. J'ai fait 29. Bah oui, mais c'était la première partie, du coup tu as tellement progressé. Depuis, j'ai fait beaucoup mieux. Mais vous avez compris que c'est un jeu qui est vraiment ultra familial, accessible. Alors c'est du familial dans lequel on compte des points quand même, dans lequel il faut faire les bons choix. Évidemment, entre les joueurs qui connaissent le jeu et ceux qui ne le connaissent pas, il va y avoir des petits écarts, mais qui seront très très vite compensés. Et avec des joueurs plus experts qui ont l'habitude, on est tout de suite à l'aise avec ce genre de mécanique. Donc moi, c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque, justement pour ces arguments que tu viens de défendre, c'est qu'il est très simple. Comme on disait, on a 3 choix, mais malgré tout, il va y avoir une petite finesse dans les choix. Si je prends ça, est-ce que je laisse ça au joueur d'après ? Si je prends ça, dans quoi je pars ? Et à chaque partie, ça va évoluer par rapport aux différents objectifs que vous allez avoir. Vous allez partir dans des directions différentes. On ajoute à cela, on le disait en début de vidéo, le fait que le matériel est quand même sublime. On est content de manipuler ça. Il y a même, c'est un détail, mais il y a même un petit sac comme ça, qui sert à rien pour le jeu, c'est juste pour ranger les pions en fin de partie. Donc on sent quand même que l'éditeur a fait vraiment l'effort de faire un beau jeu, ce qui est très agréable. Donc moi, ça rentre dans ma ludothèque sans problème. Et moi, j'étais un peu surpris quand le jeu est arrivé parce que je m'attendais à quelque chose de plus complexe dans lequel on a aussi plus de maîtrise parce qu'il y a une part de chance, même si on peut la contrôler un petit peu, il y a une part de chance qui est quand même assez élevée sur les tuiles qui vont sortir et si celle qui vous manque ne sort pas, ça peut jouer quand même pas mal au niveau du scoring, parce que on peut compléter une ligne, une colonne, réaliser un scoring en plus. C'est pas le type de jeu d'habitude sur lesquels moi je suis très, très partant, donc passer la surprise, derrière c'est quand même très agréable, donc je rentre aussi dans ma ludothèque. Maintenant je connais le jeu, j'ai plus cette surprise là de ma première partie et j'apprécie bien d'y jouer.
Mardi matin, on a reçu Gaëtan Bojano de Forge Next, Instaplay, de Life. Et de plein de choses. De plein de choses. C'est notre parrain, Gaëtan Bojano, donc c'était le premier invité de cette matinale. Et il était venu parce qu'il était au chalet à ce moment-là pour tourner plusieurs vidéos, notamment sur les jeux Mandou et sur les jeux abstraits de Forge Next. Il est venu dans la matinale et il nous a parlé de manière très intéressante du métier d'agent d'auteur. Donc on vous diffuse juste cette petite séquence pour vous donner un extrait de ce qui se passe dans nos matinales. Donc là, tu es venu pour plusieurs éditeurs. On va reparler un tout petit peu de Forge Next parce que c'est vrai que quand tu viens faire une vidéo, en général, tu n'en parles pas trop. Tu dis non, mais ça, c'est mon travail de l'ombre. C'est un peu mon travail de l'ombre, c'est vrai. C'est comme ça que je suis rentré dans le secteur du côté professionnel, dans le secteur du jeu de société, il y a maintenant plus de 12 ans. Donc Forge Next, c'est une agence d'auteurs. Ouais. Les auteurs viennent nous voir avec des prototypes et nous, notre travail, ça va être de finir le jeu avec eux, s'il y a besoin d'être fini, et de l'emmener jusqu'à l'édition, et on suit aussi tout le parcours de l'édition. C'est hyper riche en réalité, en termes de boulot, parce qu'il y a tout dedans. Il y a le côté éditeur, il y a le côté sélection, le côté éditeur, il y a le côté plutôt game design, parce que le côté édition, il y a aussi toute la partie, quand je dis éditorial, du choix illustration et autres, même si on a on est sollicité sur cette partie-là, mais le cœur du boulot, il est fait par l'éditeur. C'est sûr qu'en termes de game design, c'est vraiment notre truc. Nous, on s'assure à donner toutes les chances au jeu afin de trouver un éditeur. Après, on joue, des fois aussi, on a des coups de cœur. Un des premiers jeux qu'on a fait éditer, c'est un jeu abstrait, c'était Ignis chez Our. Réellement, le pourcentage de chances de signer un jeu abstrait, on en parlera plus tard, est relativement faible en général. Et là, franchement, c'est plus un jeu de coup de cœur, quoi. Ouais. Et notre travail, c'est d'être dans l'ombre, en fait, en général. C'est vraiment ça. Notre objectif, c'est de pousser nos auteurs et de mettre en avant l'éditeur et l'auteur. C'est pas de mettre en avant Forge Next en tant que tel. Après, nous, on est là aussi pour soutenir les projets. C'est-à-dire que s'il y a besoin de se déplacer, on y va, quoi. Mais c'est vraiment le côté agent qu'on connaît aussi, parce que moi je connais un peu l'univers du livre, où tu as ton agent, du dessin aussi, où il y a beaucoup de dessinateurs qui ont des agents qui vont les placer aussi sur des projets en particulier pour avoir... et j'insiste dessus, en général, un agent, c'est très rentable pour quelqu'un qui est un peu bankable, évidemment. Hein. Mais de toute manière, c'est rentable parce qu'il trouve des débouchés, des perspectives, des façons d'être édité. En ce qui concerne un dessinateur, moi, c'est clairement ce qui me manque. J'ai pas d'agent. À un moment, j'ai cherché, j'ai pas poussé tant que ça parce que en fait, je mène plusieurs carrières, donc c'est toujours un peu difficile d'avoir quelqu'un et de dire non derrière sur les projets. Mais surtout qu'un agent, il va te pousser à toujours en faire un petit peu plus entre guillemets et autres. Mais il négocie aussi des fois. Je sais pas si toi tu négocies. Toujours. Ouais, c'est super important parce que nous on sait pas négocier. Les créatifs sont très très mauvais là-dedans. Notre objectif, c'est de négocier des bons contrats pour nos auteurs. Et comme de toute façon on est intéressé financièrement par rapport à ce que va toucher l'auteur, on a tout intérêt à ce que pour tout le monde le contrat soit bon. Mais par rapport à un agent classique, j'insiste un peu sur ce fait-là, mais on va quand même plus loin parce que notre but, c'est pas juste de pousser des boîtes en fait. C'est vraiment d'accompagner l'auteur sur la finalisation de son jeu et de s'assurer que tout se passe bien derrière, quoi. Et que le jeu, une fois sur le marché, ça se déroule bien et on est un peu par moment aussi là pour être la tête à claque, quoi. C'est-à-dire celui qui va avoir le mauvais rôle, c'est avec nous et c'est normal, c'est notre job d'aller râler sur l'éditeur si on n'est pas content parce que le boulot du marketing n'a pas été fait, sur le boulot commercial, voilà, il a sorti 10 000 jeux en même temps et notre jeu finalement il est noyé dans la masse. Voilà, on va aller râler et on va essayer surtout de trouver des solutions sur le long terme. C'est vraiment important sur cette partie-là. C'est pas simplement, c'est tout que le jeu il est signé chez l'éditeur, bien sûr, ouais. Bye bye, on passe à autre chose, quoi. Donc non, c'est un vrai travail de fond. On vous présente à présent le jeu Revive. Ouais. Un jeu qui est signé par 4 auteurs, d'après ce que je dis sur la boîte. Avec des noms faciles à prononcer. Ouais, je vais essayer quand même. Christian Osby, Elge Messner, Anna Vermlund et Eilif Svensson. Tout à fait. Et c'est un jeu qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Ça a été l'un des buzz d'Essen. Tout à fait. Moi, je l'avais pas pris Essen. Toi, tu l'avais pris. T'as eu la bonne idée oui, de le prendre. je l'avais pris parce qu'effectivement, il faisait le buzz. Et puis, moi, c'est exactement mon genre de jeu à la base. Donc, je voulais pas le rater. Et puis, j'aime bien ces auteurs. J'aime bien cette maison d'édition à l'origine. Ils font souvent des bons jeux. Donc, j'y suis allée un peu les yeux fermés. C'est publié en France par Matago. C'est publié à l'origine par Aporta Games. Et je te rejoins complètement. C'est exactement la catégorie de jeux qui m'intéresse moi à titre individuel, donc naturellement j'ai tendance à aller vers ces jeux-là. On est dans un jeu dans lequel il y a un petit background. Oui, un petit background. Alors, on peut pas dire que la thématique soit le truc le plus important du jeu. On va pas vous le vendre pour ça. Apocalypse, fin du monde,
Les humains habitent sous la terre depuis des siècles, des décennies. La terre est recouverte intégralement de glace, on ne peut plus vivre à la surface. Et là, depuis quelques temps, la neige commence à fondre. On peut s'imaginer qu'on peut enfin ressortir et reprendre possession de la terre. Et donc, là, il y a l'entrée et on va aller explorer les terres et la neige va fondre au fur et à mesure. Et donc, il y a une partie d'exploration dans le jeu. C'est un jeu, effectivement, tu le disais, qui est beaucoup plus simple que ce qu'il a l'air d'être. Oui. Au premier abord, au premier regard, on pourrait se dire « Oh là là, il y en a partout », surtout les plateaux joueurs qui sont assez massifs. Là, il n'y en a que 2, quand on est 4, ça fait tout de suite très imposant autour de la table. Finalement, les informations sont assez épurées quand on rentre dans le jeu. Il n'y a pas tant d'iconos que ça et tout. C'est assez chouette. L'idée principale du jeu, je me lance. Tu veux le faire ? Oui, alors soyez indulgents comme d'habitude sur ce type d'explication. C'est un format dans lequel on trace les grandes lignes. Voilà. On ne va pas vous expliquer le jeu, c'est pas possible dans ce format-là. Il y a pas mal de petites mécaniques d'engrenages qui se mélangent les uns aux autres. L'idée principale, je vais commencer simplement en parlant des cartes. Oui. On a une petite main avec 6 cartes au début de la partie et on va pouvoir les jouer soit au-dessus de notre plateau, en mettant les cartes dans le bon sens du personnage, soit en dessous pour activer l'icône qui sera apparente. Ça, c'est l'idée principale en termes de mécanique. Oui, c'est une des actions principales du jeu. En fait, en gros, le but du jeu, ça va être de faire un maximum de points, comme dans tous ces jeux, en explorant, en construisant des bâtiments, en repeuplant des villes qu'on va redécouvrir. Et tout ça, on va le faire avec quelques actions assez simples, qui vont tourner principalement dans le fait de récupérer des ressources pour pouvoir payer tout ça. Et ça va se faire principalement avec les cartes. Parce que ce plateau, c'est une machine qui se construit. Alors là, j'enchaîne un peu... Oui, alors on a toujours l'impression d'être un peu confus dans ce genre de format, parce qu'on a envie de parler de plein de choses. C'est pour ça que moi j'attire votre attention sur cette main de cartes qui va nous guider en partie, puisque tu as raison d'insister sur le fait que nos plateaux sont asymétriques. Quand on est au début du jeu, on regarde sa main, on n'a pas les mêmes mains. On regarde son plateau, on n'a pas les mêmes, et on se dit... Je vais partir dans cette direction. Il y a plein de choses. Vous avez vu les tuiles avec des ressources qu'on va pouvoir explorer, c'est une action également. Oui, ça, c'est la partie exploration. Il y a plein d'autres petits éléments, comme ce système qui est ici, qui va être dur à expliquer. Je sais pas si je te lance là-dessus. En fait, les 2 plateaux sont principalement des plateaux... C'est de la construction de moteur, en fait. Oui, dans ce jeu, il va y avoir vraiment de l'amélioration. On va pouvoir... plus on va peupler la planète, plus on va gagner des nouvelles capacités, plus on va s'installer, plus on va pouvoir récupérer des ressources sur le plateau, et plus on va avancer sur ces pistes. Parce que ça, alors... On va pas dire, c'est pas la chose la plus lisible de tout le jeu. Le jeu est plutôt beau, mais là, c'est un peu flou au début. Il va falloir apprendre à apprivoiser ce plateau. Mais en fait, c'est 3 pistes, le long desquelles on va avancer avec ces petits jetons, grâce en général aux installations qu'on fait sur le plateau central. Et en fait, c'est pareil. Plus on va avancer, plus on va débloquer des emplacements qui vont nous apporter des capacités supplémentaires, puis ça va nous rapporter de plus en plus de points au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment une partie assez... Tout ça, c'est assez jubilatoire, en fait, parce qu'on va vraiment avoir une montée en puissance durant la partie. On aura de plus en plus de capacités, de plus en plus de pouvoirs et de plus en plus de combos possibles. Parce que, en fait, ça, c'est la deuxième chose. Il y a le côté carte, et avec un côté deck building, puisqu'on va aller acheter des cartes, ça peut être une des actions. Mais il y a vraiment un côté combo, c'est central, c'est l'ordre dans lequel on va jouer les choses, les actions gratuites qu'on va avoir, parce que ça va être gratuit comme action de déclencher des pouvoirs. Et plus les tours vont avancer, plus ils vont être longs. Les premiers tours vont être assez courts, plus on va avancer, plus ça sera long et riche. Ça, c'est vachement agréable. On insiste sur les sensations. Tu as raison de dire qu'il y a un aspect jubilatoire quand on va se développer sur son plateau devant soi, même si on ne vous explique pas comment. Il y a un aspect très agréable également dans le fait de se programmer une direction, voire de bloquer celle des autres. Quand on l'a deviné, on voit qu'un adversaire part dans une certaine direction, qu'il prend des éléments qui lui permettent d'avoir des scorings, on va lui piquer aussi juste avant, et dans ce cas-là, on se développe, et ça j'aime bien moi. J'adore cet aspect-là de programmation individuelle. Pour reprendre l'expression de Ludo, c'est aussi, de Ludovic, c'est aussi un jeu à cadeau. Alors moi j'adore les jeux à cadeau, c'est-à-dire qu'il y a des bonus absolument partout. On avance sur la piste de score, paf, on va récupérer un bonus. On avance sur une piste, à chaque fois qu'on va passer, on va récupérer un bonus. C'est des tas de petits cadeaux, de ressources, ça va beaucoup comboter. Si on aime ce genre de jeu, c'est assez plaisant. Alors je vais faire une toute petite digression parce que ces jeux à cadeaux, il y en a quelques-uns qui sortent en format roll and write et j'ai jamais aimé ça moi. Dans les roll and write, quand je coche cette case, du coup j'ai le droit à ça, du coup j'ai le droit à ça. Non, j'aime pas ça parce que je m'y perds. Dans les roll and write, je sais plus où j'en suis au bout d'un moment, je l'ai pris ou pas cet élément et j'ai pas de moyen de me rappeler. Ici, j'adore ça. C'est marrant d'avoir sur la même mécanique, peut s'y perdre aussi. Avoir un petit peu plus, mais malgré tout, on peut retracer le fil de notre tour. Là, j'aime vraiment bien ça, et c'est même la catégorie de jeu que j'aime particulièrement quand on est sur un jeu de plateau. Donc c'est un élément qui est essentiel. On arrive sur nos avis, sur le ressenti qu'on a eu vis-à-vis de ces jeux.
Je vais commencer si tu veux, Vas-y, tu veux je t'en bien. prie. Moi, j'aime bien cette sensation, je vous l'ai dit, des jeux dans lesquels on fait sa programmation individuelle. On est tout à fait dans ma catégorie de jeux, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. On y a joué à 4, je trouve que c'est pas l'idéal à 4, je préfère y jouer à 3 pour une raison très simple, c'est que à 4, les tours des autres vont être longs, mais surtout, quand notre tour revient, comme les tours sont longs, on a tendance à faire autre chose, à penser à autre chose. Et du coup, il faut qu'on se concentre, et ça rallonge encore le jeu. Donc je préfère y jouer à 3, c'est un avis personnel, et ça dépend de votre groupe de jeu, ça évidemment. Derrière, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas forcément de mécanique originale. Tout ce que j'ai vu là, je l'ai déjà vu ailleurs. Il y a une très belle combinaison, mais effectivement, on l'a déjà vu ailleurs. Il y a plein d'éléments, on s'y retrouve de ce fait, quand on est habitué à ce genre de jeu, c'est un nouveau mélange, mais c'est pas une raison pour critiquer le jeu, parce que j'aime bien justement que les choses que je connais soient réinterprétées de manière un petit peu différente, avec des enjeux qui sont différents, et clairement, j'ai bien aimé, j'ai très envie de rejouer, parce que maintenant je sais y jouer, donc j'ai très envie de me relancer dans une partie, donc c'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque, évidemment. Moi, je vais tout de suite souligner un aspect que je trouve hyper positif, c'est que ce jeu, on peut y jouer avec pas mal d'intervalles de temps. La règle va nous rester bien en mémoire. Ça peut paraître surprenant parce qu'il est la thématique n'est pas présente et on ne peut pas vraiment se reposer dessus. Mais je le répète, même si le matériel est un peu impressionnant, les actions du jeu sont très simples. C'est très bien pensé, c'est bien synthétisé, on va dire, ce qui fait que quand on va rejouer, on va juste reprendre l'aide de jeu. Et j'ai pas eu du tout besoin de relire la règle quand je vous ai fait jouer, c'était vraiment très instinctif. Et ça, pour moi, c'est un très gros point fort. C'est un jeu qui a un bon rythme. Effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'à 4, il se rallonge un petit peu. Et je trouve aussi que sur l'ergonomie, on peut... Ah oui, il y a plein de défauts, mais ça... Voilà, c'est un jeu qui est absolument pas parfait, mais qui va vous procurer d'excellentes sensations, avec du plaisir de monter. Moi, j'adore la montée en puissance. C'est pour ça que moi aussi, ce jeu rentre dans ma ludothèque, parce que c'est un jeu que je vais ressortir assez facilement, que je vais avoir plaisir à faire découvrir à d'autres joueurs, où je vais avoir un vrai plaisir de monter en puissance, l'envie d'améliorer mon scoring à chaque fois. Et voilà, j'éviterai d'y jouer à 4 également. Et je passe sur le côté thématique et un peu le côté ergonomie parfaite, mais c'est vraiment un très bon jeu. Voilà, c'est juste dommage pour que la couverture finalement ne donne pas beaucoup d'informations sur le contenu du jeu, mais c'est difficile avec une thématique, j'ai envie de dire, aussi floue. On continue à vous parler de nos matinales, on fait un peu ce speakerine là tous les deux. Je dis speakerine parce que c'est surtout des femmes qui le faisaient à la grande époque de la télévision. Alors est-ce que tu pourrais nous passer en noir et blanc? Très bien. Avec une pause de 3 quarts, et puis une voix à l'ancienne. très douce. Dans la suite de notre émission, on vous passe... Non, c'est nul. On repasse en couleur, c'est beaucoup mieux. On vous passe un extrait maintenant de notre matinale de mercredi. On a reçu Christophe Yévé d'Ocaluda qui est venu nous présenter plusieurs jeux. Alors on a parlé de plein de choses. On a parlé notamment dans cette matinale de ces fameux crayons qu'il utilise dans 2 de ses jeux, Yuan et Landfust. On a eu l'occasion d'ailleurs de rejouer à Yuan, je le dis, vendredi soir avec Jube et Jérôme qui sont venus au chalet. On a passé une super sortie, ce jeu-là. Vraiment, une super soirée. Exactement, une super soirée parce que ça serait une super sortie. Ce jeu-là, c'est un jeu qui nous a vraiment tapé dans l'œil avec Jube et Jérôme. Ils ont adoré, ils ont dit tous les deux qu'ils allaient l'acheter. Donc ça, on vous en reparle très très bientôt. C'est une info intéressante. Je pense que c'est utile de le dire aussi. Dans ce jeu, il y a des crayons gras sur lesquels qu'on va utiliser pour écrire sur le matériel et qui s'effacent. C'est une petite évolution, on en a parlé dans la matinale, mais l'extrait qu'on vous montre aujourd'hui, c'est sur le jeu Contrôle Global que Ocaluda propose en financement participatif en ce moment sur le site Game on Tabletop. C'est un jeu normal au final, mais en fait c'est le sujet, la thématique qui peut être très controversée si on ne comprend pas le jeu, si on n'y joue pas, si on ne lit pas tout le descriptif. Si on reste premier degré, c'est un peu délicat, on va dire. C'est un sujet délicat puisque contre le global, on va jouer des grosses organisations qui cherchent à dominer le monde, tout simplement, à prendre le contrôle du monde. Il y a un thème, et un vrai thème très fort. Voilà, il y a un message même. Un message très fort en polluant la planète, en exploitant les ressources, en faisant des répressions policières, en tabassant la population, je ne sais pas, en construisant des murs aux frontières, par exemple, ou raser des forêts pour planter des palmiers et faire du palmité par exemple. Voilà, donc il y a plein d'actions comme ça, et encore là, je cite pas les moins de 18 ans, enfin, c'est un jeu pour nous, moins de 18 minimum, quoi, enfin, plus de 18. Plus de 18, oui. Pardon, c'est parce que le symbole est moins... plus, là, sur cette boîte... Ouais, c'est une boîte proto, c'est la première. On était un peu optimiste. Non, il y a des cartes, enfin, il y a des thèmes quand même qui sont abordés, qui sont très adultes, et puis même le second degré. Quand on dit très adulte,
c'est pas des thèmes qui sont... parce que, tu sais, quand on dit plus 18 dans le jeu de société, les gens immédiatement pensent à des choses qui sont vulgaires et qui sont... Non, il n'y a pas de vulgarité, non, du tout. Aucune vulgarité ou ce genre de choses. Sexualité, non. C'est pas du tout le cas, c'est juste qu'il faut être... Il y a des sujets qui sont... Il faut être renseigné, il faut être adulte, il faut être... C'est de la culture, je dirais, très générale, d'événements qui ont existé, qui existent et qui existeront encore malheureusement demain, parce que des structures, là, bien sûr, on place des organisations, des groupes pharmaceutiques, on peut jouer un groupe pharmaceutique, on peut jouer un narcotrafiquant, on peut jouer un parti politique, etc., bien sûr, ou autre, et il y a 6 catégories différentes. Et donc, effectivement, c'est très controversé, même si de temps en temps la société civile réagit, ça reste une réaction très chaotique, où la population va demander des lois. Mais, donc, les boutiques étaient un peu frileuses, le distributeur était un peu frileux. En fait, c'est tout ce discours que tu nous tiens aujourd'hui pour expliquer ce dont il s'agit, comment le jeu fonctionne et quel est le thème. Les boutiques ne peuvent pas le faire aussi rapidement, donc c'est aussi ça qui peut-être leur pose problème, c'est que ces thèmes-là, quand tu dis il faut que ça soit plus 18, Miroslav posait la question sur du type de jeu dont il s'agit, c'est simplement qu'il faut avoir un bagage aussi pour comprendre les thèmes dont il est question. Simplement à 12 ans, quand vous voyez des événements historiques assez durs et assez lourds, on n'a pas forcément le bagage pour analyser et comprendre pourquoi c'est proposé dans un jeu de société, surtout qu'on joue le mauvais rôle. On joue le mauvais rôle, c'est ce que l'auteur voulait absolument, c'était dénoncer sans moraliser. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a souvent on entend dire c'est pas bien de polluer. Oui, ça, on finit par le savoir et ça devient pénible en fait à entendre. On va pas faire l'inverse, mais bon, quand même, on se pose des fois la question. Mais là, en fait, c'était dénoncé, donc on joue ces actes malveillants, même des fois on découvre des actes malveillants, il y a 240 cartes, donc il y a même 300 en fait, quand on monte avec les extensions. C'est énorme le nombre d'inventions humaines pour faire des, je vais dire un terme grossier, mais des saloperies, sur une population ou sur la planète. Et en fait, des fois on découvre, et c'était... Voilà, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la partie, en fait, souvent il y a débat. C'est-à-dire qu'on va discuter, on dira on va bien sûr bien rigoler. Tiens, toi, quand t'as fait ton coup d'état, derrière, je t'ai balancé une sextape. Voilà, c'était drôle l'enchaînement, effectivement. Ouais. Mais à la fin, mais ça, en fait, c'est vrai. Mais dans quel pays ou quand et si on veut chercher, voilà, tout est vrai. Hier, je t'ai cité par exemple l'exemple, je sais pas si c'est avec toi. Tu nous as parlé de cas de déportation, c'est ça ? Oui, déportation massive, par exemple. On fait souvent référence à la déportation massive à la Shoah, mais ça peut être, à l'heure actuelle, il y a encore des déportations massives dans des pays retirés, dont les médias ne parlent pas du tout. Voilà, c'est un bon exemple, parce que clairement, un public peut-être trop adolescent ne comprendra pas pourquoi on parle de ça et qu'est-ce que cela évoque d'un point de vue politique sur notre société actuelle. C'est des thèmes qu'il faut savoir creuser, et il vaut mieux être adulte et être renseigné pour se lancer dans ce genre de thématique. C'est la rentrée et on rentre de vacances avec notre magnifique petite valise à poignée incroyable qui contenait tout ce matériel, ces jolis petits globes, ces stylos effaçables, des passeports. C'est très très chouette matériel. Voilà, c'est un jeu original qui s'appelle Globetrotting, qui était financé sur Kickstarter. Nous avons le jeu, on y a joué, forcément, c'était estival, on avait envie de sortir ce matériel qui rentre plus dans la boîte. Une fois que vous avez monté les globes, il y en a 4 à l'intérieur, 4 globes dedans. Ça va être compliqué de le ranger, je ne sais pas encore comment je vais faire. Il s'agit d'un jeu qui est signé par Jeffrey Chin et Andrew Nerger, qui est publié par R2I. On y a joué, on vous donne notre avis sur ce jeu vraiment très original. Il s'agit d'un flip and write, un jeu dans lequel vous allez tirer des cartes pour tracer des traits sur votre planisphère et remplir votre petit passeport. Vous avez vu ce matériel, c'est vraiment très impressionnant et c'est un matériel aussi assez agréable pour son thème, parce que c'est sympathique de retourner des cartes et de découvrir différentes régions du globe. À la mise en place, on a tiré 3 cartes qui nous ont permis de placer déjà sur notre globe 3 destinations. Alors Chicago, c'est la destination du printemps, donc on a fait un petit trèfle autour. Marrakech, c'est la destination de l'été, il y a un petit soleil autour. Et les Seychelles, c'est notre destination automnale, on a fait une petite feuille. Alors c'est pas forcément une destination d'ailleurs, mais ça fera partie de notre voyage de ce moment-là, parce que ces destinations, ces voyages plus exactement, on va les poursuivre dans ce jeu. À chaque tour, on aura des lieux différents. Là, on a l'Himalaya, l'île de Pâques et Vancouver, et on va choisir de poursuivre l'un des voyages. On est en train de préparer nos voyages, et on va choisir de le poursuivre. Alors par exemple, je pourrais choisir Vancouver, j'ai Chicago, c'est pas trop loin, je veux pas faire un trop long voyage.
Aussitôt, je vois que Chicago ici, Vancouver est juste à côté. Je vais continuer mon voyage automnal à ce tour de jeu en poursuivant le trait. Alors, comment je fais? Je vais mettre Chicago sur ma flèche. Je ne sais pas comment on le voit avec la vue du haut. Je place Chicago au milieu et puis je vais tracer une ligne, tout simplement, jusque Vancouver. Et on voit que je suis avant le 2. Donc, c'est un voyage qui va coûter 1. Je vais noter dans mon passeport, à ce tour de jeu, je ne dépensais qu'un. C'est important de ne pas trop dépenser, puisqu'à la fin du jeu, vous allez marquer 2 points par joueur qui a dépensé plus que vous. Je ne sais pas si on va vraiment respecter la planète, parce qu'on fait des voyages quand même. On fait 3 voyages dans l'année. Au niveau du respect de la planète, c'est pas extraordinaire. Voilà pour le début de ce voyage. Toi, tu aurais pu faire un choix complètement différent. Par exemple, visiter l'île de Pâques en démarrant. Oui, je serais parti des Seychelles. Marrakech. Marrakech, non, des Seychelles peut-être plutôt. Voilà pour le principe général du jeu. Après, on change les cartes, évidemment. On redécouvre de nouveaux paysages avec des cartes qui sont assez agréables à regarder également. Vous voyez que sur ces cartes, on a la colonne. Si on n'arrive pas à se repérer, c'est indiqué. Si vous ne connaissez pas bien vos colonnes, votre planisphère, vous arriverez à repérer le lieu facilement. Et en bas, nous avons également une petite icône qui correspond au type de voyage que l'on va faire. Parfois, ce sont des voyages dans la nature, d'autres fois en visite des villes. Et ça peut correspondre à nos objectifs, puisqu'au début du jeu, vous allez avoir des objectifs différents. Par exemple ici, moi j'aurais dû visiter une ville, un resort, un truc dans la nature et puis une destination historique. Voilà, on a plein de destinations possibles. Ça, c'est pour ton voyage automnal. Ça type vos recherches. Donc comme dans un Flip and Ride, vous allez avoir 3 cartes différentes qui vont vous orienter. Vous allez faire vos choix avec plusieurs aspects à prendre en compte. D'une part, le coût de nos voyages. D'autre part, nos objectifs pour chacun des voyages. Et enfin, pas enfin d'ailleurs, il reste 2 choses. On a des objectifs qui concernent tous les joueurs, vous voyez qu'il y en a plein, et également des objectifs entre 2 joueurs si on joue à 3. On a celui-ci en commun sur lequel on va s'affronter. Il y en aura un avec mon joueur de gauche et toi un avec ton joueur de droite. Voilà qui va typer vos choix, qui va vous permettre de réfléchir et d'essayer de faire au mieux, en sachant que c'est marqué dans la règle du jeu, vous pouvez tirer plus de cartes comme ça si vous êtes un peu expert et que vous voulez avoir plus de difficultés. Voilà pour le principe général de Globetrotting. C'est vraiment, en termes de mécanique, c'est à la fois connu et on a un matériel qui est vraiment complètement différent. On en vient à la séquence sur notre avis. Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu, Aline? J'ai joué avec Aline, j'ai vu la partie, c'était assez extraordinaire. Alors, comment vous dire? Déjà, je peux commencer en vous disant que j'adore la géographie. Ouais, moi aussi. Que j'ai trouvé les cartes magnifiques et que j'étais toute contente d'y jouer parce que Expédition autour du monde, par exemple, c'est un jeu que j'aime bien et je pensais que j'allais y retrouver cette sensation de plaisir associée au voyage, au fait d'aller visiter des lieux qui me font un peu rêver. Eh bien, je me suis forcée vraiment à finir cette partie. À un moment, elle a eu envie de partir. Abandonner. Pour moi, c'était pénible. Ça m'a vraiment pas plu, je dois être honnête. J'ai joué pour faire plaisir à Martin et Johan, pour terminer la partie. On a joué avec Johan Levé. Oui, parce que, alors c'est pas un jeu très très long, hein, mais ta grande difficulté, c'était la gestion du matériel. En fait, c'est très très beau et on a l'impression que ça va être génial de jouer sur une planisphère, mais comme on doit compter le nombre de déplacements que l'on fait d'un endroit à un autre, en tenant compte des distances sur quelque chose qui est rond et dont on va cacher une partie au fur et à mesure qu'on joue pour compter le nombre de déplacements qu'on a fait, pas simplement les traits, hein, parce que ça c'est assez facile, mais les lieux qu'on a visités, etc. Ça m'a semblé vraiment très difficile. J'oubliais au fur et à mesure, j'étais obligée de revenir en arrière, de recompter. C'est pas évident. On n'a aucune vision globale. Il faut vraiment bien connaître sa géographie, mais malgré tout, on a fait des chemins, donc on n'arrive pas à voir. C'est au dos, je sais plus où c'est, je retourne dans... En fait, c'est une super belle idée, et c'est une super belle idée aussi commerciale, parce qu'on a envie d'avoir le matériel devant soi, mais alors à jouer, on s'est tous dit à la fin de la partie, mince, le jeu il est peut-être pas mal, mais je voudrais une carte posée devant moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va pas du tout. C'est vraiment pas facile de mesurer. Et alors c'est pour moi, c'est vraiment la fausse bonne idée. Parce qu'en fait, j'ai bien aimé la mécanique du jeu. C'est vraiment le matériel qui m'a empêché vraiment de prendre plaisir à cette partie. Alors ça n'invente rien, mais c'est quand même plutôt sympa. En tout cas, l'univers du jeu est très sympa parce que ce côté voyage
on le vit un petit peu, on est content, le passeport c'est cool, tout le matériel est cool, mais c'est vraiment le jeu qu'on a envie d'aimer en fait. C'est juste insupportable d'un point de vue ludique. Donc, alors moi j'ai beaucoup plus aimé que toi parce que j'ai eu moins de mal à manipuler le matériel, mais quand même j'en ai pas là pour jouer tout seul. Il y a un mode solo quand même. Mais bon, on s'est pas retrouvé, on a fini la partie, on l'a pas ressorti depuis, et surtout, mais comment on va ranger cette boîte? C'est un autre aspect qui pose problème, c'est qu'on a des belles boîtes de jeux, c'est pour ça qu'on est content de vous le montrer également. On a des belles boîtes de jeux, mais tu as tout à fait raison, une fausse bonne idée. On vous montre aussi des fausses bonnes idées, puis ça nous permet aussi de vous montrer qu'on n'aime pas tous les jeux, parce que c'est vrai que quand on adore un jeu, on vous le présente systématiquement dans nos formats, on joue à pas mal de jeux, il y en a d'autres qu'on aime moins, donc souvent c'est ceux qui passent à la trappe où on se dit, est-ce qu'on va passer du temps à vous présenter quelque chose qui est dispensable? C'est bien de vous montrer qu'il en existe également. Celui-ci, clairement, je pense qu'il est tout à fait dispensable, très original dans son matériel. Vraiment très beau. Il vaut mieux avoir une carte posée devant soi. Ouais. Jeudi, vous aviez rendez-vous avec Martin et Pénélope dans la matinale pour le retour des actus ludiques et c'est disponible sur notre chaîne YouTube si vous voulez aller regarder. On était très content de retrouver Pénélope après ses vacances et donc de reprendre, quand on a dit au début de l'émission qu'on avait commencé cette rentrée à 2, c'est pas tout à fait vrai puisque Pénélope est là cette semaine comme elle l'était avant la rentrée. Et vendredi, on a reçu Rémi Saunier, il était venu dans la matinale et notamment il nous a parlé du CAJO. Le CAJO c'est une association nantaise et vous allez voir c'est très intéressant. Suite de notre matinale, on est toujours avec Rémi Saunier qui est venu nous présenter notamment le jeu Landfeust, mais pas mal d'autres choses également. Et on était en train de discuter du CAJO. C'est une association ludique d'auteurs de jeux. C'est même pas une association. C'est même pas une association. Non, on n'a aucun statut légal. C'est juste un regroupement totalement informel d'auteurs. Et voilà. Le but, on a créé ça, on était 7, il y a un petit moment maintenant. Ouais. Et il y avait Wilfried et Marie-Fort, il y avait... Alors des auteurs qu'on connaît bien, Wilfried et Marie-Fort, je ne sais pas combien ils ont gagné de Spiel et d'As d'or, mais ça commence à être... ils sont 3, je crois. 3 Spiel des Cirrus, vous vous rendez pas compte du nombre de... C'est hallucinant, c'est le prix, c'est la Coupe du Monde de l'auteur de jeu. Mm-hmm. Et voilà, ensemble, on a décidé que se regrouper pour travailler des jeux, c'était super. Et après, on a ouvert, et maintenant, on doit être entre 40 et 50. 40 et 50 auteurs, alors c'est vers la région de Nantes, c'est dans ces jeux-là. C'est sur Nantes, oui. Exactement, donc le CAJO, là on vous montre un bout de l'affiche, on ne voit pas tout, mais en haut c'est marqué des jeux de société créés par des auteurs et autrices de votre région, disponibles chez votre ludicaire. Vous faites aussi des annonces et des petites affiches comme ça. C'est Ravine qui a fait l'affiche? Oui, c'est Ravine qui a fait l'affiche, c'est une première, c'est la première fois qu'on fait ça. Et là, sur cette affiche, on voit tous les auteurs qui viennent du CAJO et pas mal, non pas tous évidemment, mais pas mal de jeux à succès qui ont contribué aussi à sa notoriété de cette, pas association du coup, je ne sais pas quel terme utiliser. Le groupement d'amis. Ce groupe. On est plus quelque part des amis ou des connaissances qui se regroupent pour travailler ensemble et pour jouer ensemble. Renseignez-vous si vous êtes auteur de jeux parce que le CAJO c'est pas le seul groupement d'auteurs, il y en a plusieurs, il y en a à Lyon, il y en a à Toulouse, il y en a une vingtaine maintenant en France. On peut le retrouver sur la page de la SAGE où c'est référencé. Donc allez sur la SAGE, la Société des auteurs de jeux, et il y a un onglet où on peut trouver les auteurs qui sont géolocalisés et aussi des groupements d'auteurs. On se retrouve avec Suzelle. Bonjour Suzelle. Bonjour Martin. Qui fait partie des Ludochons. C'est ton club de jeu à Bourgoin-l'Avieux. Exactement. C'est un club de jeu qui existe depuis très longtemps. Tu n'es plus présidente, hein, je suis plus présidente. J'étais présidente fondatrice en 2005. Et voilà, donc 18 ans de vie du club. Un beau club, on se rejoint tous les jeudis soirs, certains samedis, on fait des week-ends. Et puis on se promène sur des festivals. Et là, tu es au chalet. On passe un petit week-end jeu ensemble. Sympathique. Et on s'est dit qu'on avait un jeu qui nous plaît énormément à tous les deux. Ça fait partie de mon top, je sais pas combien parce que j'ai jamais fait de top, mais peut-être mon top 10 de mes jeux favoris de tous les temps. Vous voyez, c'est Castle of Mad King Ludwig, un jeu qui est sorti, tu m'as dit en 2014 2014, première édition, chez Béziers Games. De Ted Alspach, publié donc par Béziers Games, un jeu dans lequel on construit son château fort. Il fait aussi partie de tes jeux favoris? Oui, moi j'adore Castle. J'ai eu un coup de cœur à la première partie. Je me souviens de ma première partie à Essen. On est reparti avec la boîte. Je crois à peu près tous autour de la table.
L'année suivante, on avait des stats dans notre club. L'année suivante, c'est le jeu qui a été le plus joué, en fait, le jeudi soir. Et voilà, on a conquis pas mal de ludochons avec ce jeu-là. Et depuis, régulièrement, on le ressort. C'est un jeu que j'adore. J'ai toujours du plaisir à jouer. Il va ressortir. À la fin de l'année, il sera disponible en français. Il est toujours disponible en version anglaise, mais à la fin de l'année, il sera disponible chez Lucky Duck Games. Donc notre rubrique est hybride. On va vous parler du jeu, d'un jeu plus ancien. Vous pouvez attendre pour avoir la version française, qui sera disponible en boutique. J'imagine qu'on vous fera une vidéo sur la chaîne, parce qu'on a très très envie de vous le remontrer et de faire une partie. Il est vraiment génial. Et puis toi, tu as craqué. Moi, j'ai pas craqué. Je regrette presque. Quand je vois le matos, là, tu me crées une envie. Tu as craqué sur la version Deluxe, parce que Béziers Games font des versions Deluxe. Moi, j'ai celle de Suburbia, que j'ai jamais joué depuis que je l'ai. J'ai la grosse boîte comme ça. C'était un peu cher. 150 €. Donc, c'est ça. Fallait y aller quand même, mais sur un jeu qu'on adore, ça se justifie parfois. Et là, ce que vous voyez sur la table, c'est la version Deluxe. Ça va nous permettre de vous présenter ce jeu si vous ne le connaissez pas encore. On va vous résumer très rapidement et vous expliquer pourquoi on adore ce jeu. Dans le Castle of Mankin-Ludwig, on construit son château fort. Oui, son château, le château du roi fou, du roi Louis II de Bavière. Voilà, donc on va construire un château qui n'est pas forcément très cohérent. Et selon l'agencement de nos pièces, on va gagner des points. Alors, si on met une cuisine à côté d'une chambre, ça va faire du bruit, c'est pas top. Voilà, et toutes les pièces vont interagir les unes avec les autres. Il y a beaucoup d'interactions avec les joueurs et entre les joueurs. Énormément d'interactions parce que vous avez un système, on va insister directement dessus, qui est génial, qui est ce petit système ici. Alors je ne sais pas si Ted Space a inventé grand chose, parce que ça existait très probablement, même assurément dans d'autres jeux auparavant. C'est un marché, mais il y a une subtilité. Il a mélangé des mécaniques qu'on aime bien en réalité, qui fonctionnent très très bien ensemble. C'est que le joueur dont c'est le tour, c'est un système d'enchères d'une certaine manière, mais de l'enchère qui est organisé sur le plateau. Le joueur dont c'est le tour va répartir les pièces en fonction des différentes valeurs que vous voyez ici. Les autres joueurs vont pouvoir acheter ces pièces et vont le payer à celui qui est réparti. Donc si on repère qu'un de ses adversaires a très très envie d'avoir cette belle salle bleue, on peut avoir envie de la mettre très chère, sauf que l'adversaire ne doit pas l'acheter. Donc dans ce cas-là, on ne va pas récupérer les 10 000. Donc il faut choisir le bon prix pour réussir à avoir les sommes qui vont nous servir après pendant le tour de tous les autres joueurs. Donc c'est une mécanique simple mais géniale. C'est notre unique manière de gagner de l'argent, sachant que si on place les choses trop chères et qu'on ne met que des choses qui n'intéressent pas les joueurs vont pouvoir prendre de l'argent à la banque. Du coup, nous, on ne gagnera rien. Oui, exactement, parce qu'ils peuvent acheter des couloirs, on ne rentre pas dans tous les détails du jeu. Ils peuvent acheter d'autres choses et faire qu'on ne gagnera pas d'argent, ils peuvent juste prendre de l'argent dans la banque. Ouais. Donc voilà, vous avez un système qui est ultra simple, système d'enchères, mais qui va générer autour de la table plein de sensations qui sont très agréables, parce que les autres joueurs vont discuter, on va avoir des incitations, ce bâtiment bleu, cette pièce bleue, mets-la-nous pas trop cher, parce que moi je vais te l'acheter, et après je te mettrai un truc pas cher dont tu as besoin. Il y a ce type d'interactions qui sont super agréables, parce qu'on a envie de jouer avec les autres joueurs. Tu peux pas laisser cette pièce-là à 1000 à Martin, c'est pas possible, voilà. Les fameuses pièces oranges, moi je voulais toujours les pièces oranges, parce que ça nous permet de tirer des cartes objectifs qui vont nous donner un scoring supplémentaire très intéressant pour la partie. Il y a plein de petits aspects comme ça, il y a des luttes aussi, il y a des courses. Oui, il y a des objectifs communs de fin de partie. Avoir le plus de pièces d'une couleur, avoir les pièces les plus étendues possibles. Vous voyez qu'il y a des couleurs de pièces différentes, il y a des tailles aussi de pièces différentes. Il y a quelques règles de pose qui sont extrêmement simples. Oui. Ah oui, on voit Alors c'est le deuxième aspect du jeu qui est très agréable, c'est qu'on va construire son château devant soi. Une fois qu'on a récupéré les pièces, on a une petite tuile de départ qui est ici. On va pouvoir les placer les unes à côté des autres. Donc là, par exemple, je peux mettre un jardin à côté de mon hall d'entrée. C'est un petit château, pour l'instant, ce que je suis en train de faire. Aussitôt, selon les interactions, parce qu'ici, on s'est noté que si jamais je place ce jardin à côté d'une pièce violette, je vais avoir des points de victoire qui seront scorés. Aussitôt, on a les points de victoire. On a parfois les revenus également, puisque chaque pièce a sa fonction. Je crois que justement, le jardin, ça nous permet d'avoir des revenus immédiats. Non, quand il est clôturé. Quand il est fermé, oui. En fait, dès qu'on clôture, exactement. Chaque type de salle a un effet qui va se déclencher quand il est clôturé. Il est clôturé quand chacune de ses entrées, ce bâtiment-là a 3 entrées, cette pièce, quand chacune de ces entrées correspond à une autre entrée. Ça veut dire que si je fais quelque chose comme ça, qui est très vilain, cette entrée ne correspond pas, je ne le ferme pas. Il faudrait que je trouve 2 pièces qui permettent de le fermer. Et là,
On va déclencher son pouvoir, effectivement. Le jardin, c'est de l'argent. 20 000, je crois, je me suis 10 000. 10 000. Oui. Donc voilà, bon, on rentre pas dans les détails. Retenez simplement que la construction, ce que vous êtes en train de faire devant vous, c'est un petit casse-tête. C'est un aspect sur lequel vous êtes concentré sur votre château, même pendant les tours des autres, en regardant ce qui arrive. Vous êtes toujours actif dans ce jeu. Donc soit vous êtes en train d'acheter quelque chose, soit vous êtes en train d'attendre quelque chose, d'organiser votre réflexion. C'est vraiment des aspects qui sont très très agréables. J'adore, moi, faire mon petit château. À la fin, tu as envie de faire une photo, de la poster sur les réseaux sociaux en montrant. Ah, t'as vu, il a de la gueule quand même. Mais oui, je le sors assez rarement maintenant. Et quand je vois cette édition collector de dingue, je me dis qu'il me manque quelque chose, puisque... alors, il y a plusieurs éléments à l'intérieur qui vont se rajouter. Et je ne savais pas qu'il y avait des chips de poker. Bon, ça, c'est les objectifs. Ouais. Et là, tu as plusieurs extensions qui sont intégrées directement à cette édition. Oui, on a des palaces qui vont des tours qui correspondent en fait à ces pièces-là, qui vont rajouter des manières de scorer. On a des objectifs personnels qu'on peut reprendre sur la partie. On a du matériel, effectivement, les pièces, ils ont fait des petits signes en fait, vraiment pour que chacun puisse trouver sa couleur personnelle. Et puis c'est un jeu qui a toute une histoire parce qu'il y a eu pas mal de choses autour, on va terminer là-dessus. On a quelques autres petites boîtes ici juste à côté. Alors il y a le jeu Between Two Cities qui était paru chez Stone Meyer Games. Et il y a eu un crossover entre les deux jeux, puisqu'on a eu l'occasion de voir le jeu Between Two Castles publié. Je crois qu'il y a une version française de celui-ci également. Moi j'ai la version Bézier Game. Oui, il y a une version française. Celui-là, on joue avec les palets qu'on va fabriquer avec nos voisins de droite et de gauche. Et il marchait très bien. J'ai assez peu joué finalement, mais il marche assez bien. C'est-à-dire qu'on construit un palais avec son voisin de droite, un palais avec son voisin de gauche, et ce sera le score des deux palais, coulées. Le moins, voilà, celui qui nous rapporte le moins, qui va être notre score final. Exactement. Donc là, il y a de l'interaction avec ses voisins, mais c'est plutôt chouette. C'est une belle adaptation du jeu. Par contre, je reconnais que moi, je garde un coup de cœur. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais pour la version de base toute simple du jeu, c'est pour ça que je ne suis pas parti sur cette boîte-là. J'ai jamais joué, par contre, avec ça. Ça me paraît dingue. On a envie de le poser sur son... Elle est bien, cette extension-là ? Bon, on a envie... C'est des bâtiments en plus. Ouais. Voilà, c'est esthétique en fait. C'est esthétique, ça rajoute pas grand chose. Non, ça rajoute mais je disais pas. Mais c'est des pièces en plus. Ah oui, j'ai pas les pièces en plus. On peut exploiter différemment, voilà. Moi je reste très fan de la version de base, alors on rajoute quand même des extensions de temps en temps. Voilà, j'ai craqué pour la version de luxe parce que j'y joue beaucoup. Voilà. Mais je regrette. Mais j'étais comme toi, avec Secret, je l'avais pas ouvert. Je crois que j'avais pas les moyens, tout simplement, au moment où cette version est sortie. Mais là, quand je vois tout ça, je me dis, je regarderai. Mais après coup, ça doit être très très cher de récupérer ce genre de version de luxe. Oui, sur Essen, ils la vendaient, mais ils la vendaient, on était aux alentours de 200 €, sachant que ça n'a pas de sens. Ils ont également sorti une version où les pièces sont voilà. Où tu peux faire un vrai château avec des vraies surdimensionné. Pièces. J'avais hésité, non, j'ai pas la table adaptée et clairement, concrètement, quand tu le sors, tu peux pas. Voilà. C'était notre petite rubrique à la fois oldies, puisque c'est un jeu qui date un peu à l'origine, mais une preview, puisque c'est un jeu qui va arriver en version française, on vous en reparlera très bientôt. Merci beaucoup, Suzelle, pour cette présentation. Mais avec plaisir. Merci Martin de l'invitation. Et puis on continuera à faire des oldies comme ça sur notre chaîne. On arrive à la fin de cette émission de rentrée. On a ramené notre roue des gains, puisqu'on avait un concours en suspens, on n'avait pas tiré le vainqueur, ça fait longtemps qu'on devait le faire. Oui. Ah oui, tout simplement, on n'avait pas fait. Le paquet est déjà prêt. Voilà, exactement, on n'avait pas fait cette séquence, donc vous aviez l'occasion de participer de plein de manières différentes. Il y aura de nouveau des façons de gagner des concours. Alors maintenant, on fait gagner pas mal dans nos vidéos quand on joue à un jeu de société avec un invité. L'éditeur, l'auteur, la personne qui vient peut gagner une des boîtes mystères qui sont placées juste à côté. Par contre, si c'est nous qui gagnons, on fait gagner un de nos abonnés sur Tipeee. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Tipeee, c'est l'occasion de gagner une des boîtes. Il y a parfois des surprises qui sont vraiment intéressantes à l'intérieur. Ouais, il y a des chouettes choses. Et d'ailleurs, on en profite, on remercie les éditeurs ou les auteurs. Ah oui, qui laissent des cadeaux pour les boîtes. Ça nous aide énormément en réalité. Et là, on va faire gagner l'une des personnes qui a participé à ce concours et qui va repartir avec la boîte de Puzzle Legend. Attention, c'est parti. Quel suspense. Sinon, c'est fort. J'ai envie que cette vidéo dure un peu longtemps. Attention, on arrive à la fin. Et c'est Ludie Chloé qui l'emporte. Un grand bravo à elle. On arrive à la fin donc de cette vidéo. Rendez-vous
très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, soit sur notre chaîne Twitch, c'est le matin entre 8h et 9h, soit tout simplement sur YouTube, vous retrouvez le principal. Ne regardez pas tout, parce que si vous regardez toutes les matinales en replay, vous allez consacrer beaucoup de temps. C'est 10 heures cumulées cette semaine. 10 heures de format cumulé. Donc, évidemment, on vous fait du condensé sur YouTube. C'est une bonne façon de suivre la chaîne. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao.